Bonsoir et bienvenue. Qui pour Matignon? Dans Ça vous regarde ce soir, on va s'interroger sur le profil idéal pour succéder à Michel Barnier dans cette situation inédite et incertaine à l'Assemblée nationale. Qui pour sortir le pays de l'instabilité politique? L'annonce sera faite par l'Élysée demain matin. Roland Lescure, Bernard Cazeneuve, François Bayrou, Sébastien Lecornu ou un autre nom surprise. Qui que soit le remplaçant de Michel Barnier, la tâche qui l'attend sera très difficile. Alors est-ce le début de la fin de la sortie de la crise politique? C'est l'une des nombreuses questions qu'on va se poser ce soir avec nos invités. Matignon, c'est pour demain et après, ça vous regarde, c'est tout de suite. Il s'était donné 48 heures et pourtant le président de la République ce soir n'a pas l'intention de faire connaître son choix. Ce soir, l'annonce interviendra demain, c'est l'Élysée qui l'affirme, demain matin. La seule certitude que l'on a, c'est que le successeur de Michel Barnier sera sur une ligne de crête. À lui reviendra la tâche de bâtir ce fameux accord de non-censure pour ne plus gouverner sous la pression de Marine Le Pen. Bonsoir Bernard Lazare. Marc Lazare. Un nom prestigieux, je suis très honoré. C'était sûr. Marc, pardonnez-moi. Mais je vous en prie. Et merci d'avoir accepté d'être notre grand témoin ce soir, professeur émérite à Sciences Po, professeur de relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université Louis de Rome. Vous passez l'heure avec nous comme grand témoin pour décrypter d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, la situation dans laquelle se trouve notre pays. Bonsoir Michaël Darmon. Bonsoir. Grand plaisir de nous avoir parmi nous, de vous avoir parmi nous. Vous êtes éditorialiste politique à I24 News. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Elsa Mondingava, journaliste politique à LCP, aux manettes des questions au gouvernement tous les mardis sur notre antenne. Bonsoir Charles Sapin. Bonsoir. Ravi également, journaliste politique au Point. Et bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Bienvenue à vous, rédacteur en chef du service politique de Marianne. Alors qui sont les favoris ce soir? Il y a eu une guerre en coulisses au sein des appareils politiques qu'on va vous décrypter. Mais d'abord, le récap de Thibault Enoch. La shortlist se rétrécit, vous allez le voir. Bonsoir Thibault. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. On attend donc la fumée blanche, c'est pour demain. Oui Myriam, tic-tac, vous l'entendez, c'est le chronomètre qui tourne. Mardi, Emmanuel Macron avait promis aux Français l'annonce d'un locataire pour Matignon sous 48 heures. Eh bien, ce sera finalement demain. Tic-tac, un bruit qui agace ses opposants politiques. Vous savez, les promesses du maître des horloges n'engagent que ceux qui lui demandent l'heure en réalité. Mais on est habitué avec M. Macron à perdre un temps fou. Il est très content de récupérer le seul pouvoir politique qui lui reste. Alors si vous trouvez vous aussi qu'Emmanuel Macron joue avec nos nerfs, mettez-vous dans la peau de ces trois personnalités. Toute la journée, leurs noms ont tourné en boucle puisqu'ils sont les favoris de cette nomination. Premier d'entre eux, François Bayrou, bien connu des Français évidemment, le maire de Pau et patron du MoDem. Il a un avantage, il est centriste et central. Il pourrait obtenir une non-censure d'une partie de la gauche et de la droite, voire du Rassemblement national qu'il pourrait séduire grâce à l'instauration de la proportionnelle, par exemple. Tandis que la gauche pourrait se féliciter notamment d'une taxation des hauts patrimoines à laquelle François Bayrou est favorable. Autre candidat, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste de François Hollande. Il avait été approché à l'été, mais les conditions n'étaient pas réunies. Cette fois, le PS pourrait le soutenir et le camp présidentiel, comme la droite, ne mettrait pas de veto, en tout cas pas automatiquement. Troisième candidat dont la cote a grimpé au long de la journée, Roland Lescure, ce marcheur de la première heure, ancien ministre de l'Industrie de 2022 à 2024, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Il a une sensibilité de centre-gauche qui pourrait servir de point d'équilibre. Enfin, d'autres noms ont circulé aujourd'hui, deux ministres sortants, Sébastien Lecornu et Catherine Vautrin, ou encore les anciens ministres socialistes Jean-Yves Le Drian et Marisol Touraine. C'est tout? On s'arrête là ou il y a d'autres possibilités? Non, il y a des candidats mystères sortis du chapeau. Imaginons un nom auquel personne n'aurait pensé, manière pour Emmanuel Macron de surprendre. Un profil issu de la société civile, pourquoi pas? C'est en tout cas ce que souhaiterait une majorité de Français. Regardez ce sondage Elab pour BFM. 41% des personnes interrogées disent leur préférence pour un Premier ministre sans étiquette politique issu de la société civile. 23% voudraient un Premier ministre de gauche, 17% du RN, seulement 12% de droite et 6% pour le camp présidentiel. Un sondage
sondage qui résume à nouveau la difficulté politique de la situation. Rappelons l'enjeu, Michel Barnier est tombé sur un vote de censure conjoint du Rassemblement national et de tout le nouveau Front populaire. Le nouveau Premier ministre devra être non censurable. Pour ce faire, il faudrait que seul le RN et LFI soient prêts à le faire chuter, les autres groupes s'engageant, eux, sur le principe du non-censure. C'est l'idée d'un arc républicain pour gouverner le pays à minima. Reste à en trouver la flèche. Merci beaucoup Thibaut Hénoch. Bon, ça devait être ce soir, finalement ce sera demain. Il avait écourté son voyage en Pologne, Emmanuel Macron. Pourquoi ça dure? C'est peut-être la décision politique la plus difficile de son mandat. Charles Sapin? Oui, finalement, c'est un second report, parce qu'on s'en souvient, le lendemain de la chute de Michel Barnier suite à cette motion de censure, l'entourage du président de la République disait finalement la décision est prête, la nomination du successeur de Michel Barnier est imminente, c'est quelque chose qui va se faire dans les 24 heures. Là, ça fait quand même une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président de la République a pris plus de temps? C'est que ça aurait été assez simple de juste changer le chef d'orchestre, c'est-à-dire rester sur le même socle de majorité, camp présidentiel élargi à la droite, et remplacer par exemple Michel Barnier par Catherine Vautrin. Ce qui l'a fait un petit peu plus gamberger, c'est qu'il a vu une évolution dans les positions, notamment au sein de la gauche, qui à l'été était pour un gouvernement avec que le nouveau Front populaire, c'est-à-dire tout le nouveau Front populaire, mais rien que le nouveau Front populaire. Et là, on a vu que, notamment au Parti socialiste, ils étaient prêts à une coalition avec le camp présidentiel. Alors, eux ne parlent pas de coalition, ils disent accord de non-censure à minima. Mais il y a une main tendue aux macronistes. Je traduis la solférinologie, mais avec deux conditions, c'est que le Premier ministre soit de gauche et que la politique conduite soit de gauche. Alors, voilà, c'est vrai que là, on est encore dans l'expectative. On ne sait absolument pas sur quelle majorité le futur Premier ministre va s'asseoir. On va revenir sur cet accord de non-censure parce que c'est vraiment l'évolution majeure de la semaine et elle va avoir sans doute des conséquences. Pour faire un rapide tour d'horizon des noms qui circulent, il y a Roland Lescure qui surgit. Il tire la corde, pourquoi lui? En tout cas, on a énormément parlé de lui toute la journée. Dès qu'on envoyait des messages, on disait « oui, moi aussi, j'entends parler de cette piste-là », sans savoir si c'était une piste réellement sérieuse ou non. Mais c'est une piste qui a pris de l'épaisseur au long de la journée. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre d'Emmanuel Macron de l'Industrie. C'est un marcheur qui a suivi Emmanuel Macron depuis le début. Je ne sais pas s'il est très connu du grand public. Il a été député élu des Français de l'étranger. Et effectivement, cette piste a pris de l'ampleur, mais a suscité aussi beaucoup d'interrogations, un peu dans son propre Un tir de barrage de la droite, clairement. Alors, tir de barrage de la droite, puisque Roland Lescure avait été très critique sur la loi immigration. Tir de barrage des centristes, qui pour le coup sont très vexés. Si ce n'est pas Bayrou, ils verraient ça un peu comme une humiliation. Dans son propre camp, pas forcément un tir de barrage, mais d'interrogation sur sa capacité à être à Matignon. On parle quand même du Premier ministre. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations. On sait aussi que Roland Lescure est un proche d'Alexis Collard, le secrétaire général de l'Élysée. Et on dit qu'effectivement, c'est peut-être ce personnage clé d'Emmanuel Macron qui pousse pour cette solution de Roland Lescure. L'hypothèse Bayrou, elle s'éloigne, Michaël Darmon? Il était le favori des favoris, ça veut dire qu'on n'est jamais nommé? Oui, c'est intéressant parce que c'est à la fois la plus logique politiquement et la plus difficile pour Emmanuel Macron, au fond, à sortir. Tout donne à comprendre, tout laisse comprendre comme ça depuis effectivement qu'il y a cette nouvelle nomination à faire, qu'il multiplie les obstacles ou les barrages pour pouvoir ne pas le faire. Alors là, on rentre dans la relation extrêmement complexe qui existe entre François Bayrou et Emmanuel Macron depuis 2017, parce que quelque part, il attend cette position de bâton de maréchal qu'enfin on lui donnerait pour être celui qui a aidé Emmanuel Macron à gagner. Sauf qu'Emmanuel Macron, on sait qu'il n'a pas envie de remercier. Il pense qu'il a gagné tout seul. Et il ne veut pas qu'au fond, on installe quelqu'un qui dise « c'est grâce à moi ». Et puis, on connaît la personnalité aussi de François Bayrou en interne. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer. Et Matignon est un exercice de management. Ça pourrait être une forme de cohabitation, vous croyez? D'abord, il a Macron. un esprit très très libre. Tous ceux qui l'ont pratiqué au gouvernement, quand il a été très rapidement au gouvernement garde des Sceaux en 2017, se souviennent au fond de la présence très affirmée de ces longs préambules, de ces longues conversations au téléphone. À Matignon, il faut être capable d'avoir 10 coups de fil qui durent 40 secondes. Parce que c'est un arbitrage toutes les 10 minutes. Est-ce que c'est le bon profil?
Ouais, il n'a pas que des alliés, y compris dans le bloc central. Le candidat mystère, bon, ça c'est Macron, voilà, dans le texte, ça pourrait être lui, la surprise du chef Roland Lescure, ou il pourrait y avoir encore un autre profil, vu l'ampleur de l'enjeu. Je pense forcément à Jean Castex, qui était complètement inconnu des Français avant d'être nommé. Votre sondage était assez intéressant, avec 41% des Français, donc le plus grand nombre qui souhaitent la société civile. Alors j'ai moins l'impression que c'est un souhait de société civile que plutôt un refus de personnalité politique. Oui, la défiance vis-à-vis des politiques et des partis. Parce qu'en fait, on peut mettre ce qu'on veut. Donc société civile, on peut projeter un peu des fantasmes, alors que là, société politique, tout de suite, on commence à calculer, à faire... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe la personnalité qui est nommée, d'une part, il y a quand même une impression d'amateurisme, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on jette des noms en les testant dans le panier et que tout de suite on observe les réactions et à chaque fois on conclut que c'est impossible. Expliquez-nous ça, parce que ceux qui nous regardent se disent mais comment ça se passe en coulisses C'est l'Élysée qui fait des ballons d'essai, oui, bien sûr, et qui attend de voir comment ça retombe. Au début, il a été décidé qu'on ne parlerait pas de la personnalité mais du fond. Mais en fait, c'est une distinction qui a peu de sens parce que chaque personnalité porte avec elle un socle politique et des alliances possibles. Donc forcément, voilà, on en a parlé. Bernard Cazeneuve, c'est plutôt effectivement, on tire vers le centre-gauche, vers une forme de social-libéralisme en espérant détacher une partie du PS. Si c'est Catherine Vautrin, évidemment, c'est un équilibre très différent qui penche plus à droite. Donc forcément, il y a cette manière de tester des noms. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personnalité qui va être nommée à Matignon, elle n'aura pas du tout une espèce d'état de grâce ou de sentiment d'être propulsée par la confiance du président. Elle viendra après avoir été testée parmi 50 autres. Ça l'affaiblit d'entrée de jeu. Déjà, la situation est très périlleuse. Et là, ça risque d'arriver à la prochaine personnalité. Marc Lazare, est-ce qu'Emmanuel Macron est capable, considérant son histoire politique, sa fibre, la volonté qu'il a, on le sent très fort, de défendre son bilan, au moins économique, de nommer une personnalité de gauche comme Bernard Cazeneuve? Moi, a priori, je ne crois pas, mais je ne suis pas dans le secret de sa tête. Pourquoi ? Parce que je pense que là, on voit tout ce qui est, j'allais dire, les contradictions du macronisme. Vraiment, c'est à la lumière, si j'ose dire. Il a nommé Michel Barnier, qui est plutôt à droite. On envisage maintenant la gauche et c'est vraiment la démonstration de toutes les ambiguïtés du macronisme. En plus, spécialement dans le cas de Bernard Cazeneuve, nommer quelqu'un, ça a été rappelé, qui a été Premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des conditions en plus à un moment donné terribles, c'est-à-dire les attentats terroristes, qui est quand même proche de François Hollande, quand on sait que et Bernard Cazeneuve et François Hollande considèrent que Emmanuel Macron les a trahis. Je pense que tout ça crée un climat qui serait particulièrement tendu. Donc j'y crois pas. Mais permettez-moi de faire une réflexion, parce que je crois qu'on est vraiment rentré dans une situation inédite, vraiment inédite dans l'histoire de la Ve République. Parce que qu'est-ce qui se passait ? On avait d'un côté le modèle traditionnel depuis 1965, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel président de la République, un président qui gagne et une majorité. Rappelez-vous qu'on employait un terme même, des godillots. Plus personne ne parle des godillots aujourd'hui. Playmobil, on disait après. Pardon ? On a remplacé godillot par Playmobil, mais c'était un peu la même chose. Et ça, c'était jusqu'en 2022. Depuis, on a eu des situations de cohabitation, mais où on avait un système encore politique structuré, avec des partis, la gauche, la droite. Bon. Et là, on est dans une situation totalement inédite, tripartition, fragmentation de l'Assemblée nationale et un climat de défiance considérable. Donc, il faut savoir si les acteurs politiques vont être à la hauteur de cette situation inédite. Et là, il y a deux temporalités qui s'affrontent. La temporalité de l'urgence, dont nous faisons partie par votre émission ce soir, par nos commentaires. Je ne vais pas dire vos commentaires, je ne me défausse pas. Nos commentaires. Et évidemment, une attente de l'opinion qui n'est pas habituée à ça en France. Et d'autre part, dans cette situation inédite, l'idée, effectivement, sur la base de l'expérience de Barnier, il ne faut pas recommencer juste avec un homme, mais essayer de trouver un programme. Et bien dans les autres pays européens, on met des mois parfois pour trouver un programme. Est-ce que ces deux temporalités peuvent être en quelque sorte conciliées ? C'est la grande question qui se pose. Vous avez l'air sceptique. Oui, je suis sceptique. On a changé de culture politique très rapidement. Exactement, d'autant plus qu'il y a quand même des urgences, notamment la loi de finances, le budget, pour ne citer que celle-ci. Donc on est là, le président de la République est dans une situation extraordinairement difficile, dont il est le responsable, puisque tout ça part de la dissolution de l'Assemblée nationale. N'empêche qu'il y a quand même une évolution majeure. C'est ce qui s'est passé mardi soir à l'Élysée, Michaël Darmon. Toutes ces forces dites républicaines autour du président de la République qui sont d'accord pour ne pas censurer le prochain gouvernement, pas forcément y participer, mais ne pas le censurer et ne pas gouverner avec le 49-3 sans LFI
et sans le RN, pour sortir au fond de la pression de Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, ce dessin d'un début d'accord, c'est un tournant ou pas? Ce qui s'est passé à l'Élysée. C'est un tournant compte tenu, par rapport à ce qu'on vient d'entendre encore plus, dans la culture politique française, où au fond l'affrontement reste encore le fait majeur vis-à-vis du compromis, de la capacité de pouvoir s'entendre. Donc déjà, le fait d'être arrivé autour d'une table, d'avoir pu s'écouter, même si des gens étaient arrivés un peu sceptiques, ils ont compris quand même qu'il se passait quelque chose. Mais c'est, une fois de plus, extrêmement timide, parce qu'on est dans une forme de simili... temporalité de culture du compromis qui n'existe pas. En réalité, on s'est mis d'accord sur un fait technique. Si un gouvernement naît dans cette condition-là et selon cette matrice, eh bien, ce sera un gouvernement de technique politique. Qui permettra de dire, oui, effectivement, on va pouvoir aller au moins faire voter un budget, ce qui est quand même déjà maintenant présenté comme un horizon indépassable en France, et puis après peut-être faire passer un texte ou deux en attendant la suite. Ce qui me paraît aussi encore plus intéressant dans cette conversation, c'est que non seulement il y a eu le pacte de non-censure, mais aussi, apparemment, l'engagement de ne pas dissoudre ce fameux cap des 30 mois. Et cela, alors ça, Emmanuel Macron l'a posé sur la table. Ça, c'est très important. On l'avait évoqué il y a quelques temps. Comme déjà. une forme de souhait pour débloquer. Ça peut donner du courage. Je pense que ce ne sera jamais un engagement de sa part. Mais en ça tout cas, peut donner une un courage aux socialistes, en particulier, de dire nous pouvons à ce moment-là sortir de l'emprise de LFI et des futures élections législatives qui obligent à l'alliance change, et du coup, ont élargi les profils. Alors, il y a des initiatives à l'Assemblée nationale où, évidemment, tous les députés ont un peu les nerfs à vif. Ils sont comme nous, ils attendent de connaître le nom de ce futur locataire de Matignon. Le 4e, on va en parler, le 4e depuis le début de l'année. On fait mieux que les Italiens, Marc Lazare. Clément Méric, vous êtes avec un député Lyotte, je crois. Effectivement, Myriam, avec Harold Uvart. Bonsoir, député Lyotte. Et vous êtes à l'origine d'un appel, aujourd'hui un appel à un gouvernement de front républicain qui a été signé par une trentaine de députés. Alors on y trouve des socialistes, ils sont 8, quelques modems, beaucoup de députés de votre groupe Lyotte, qui se situe plutôt au centre, on va dire, ici à l'Assemblée, et puis l'ancien LR Aurélien Pradié. Qu'est-ce que vous entendez par gouvernement de front républicain? Ça veut dire quoi concrètement? Un gouvernement de front républicain, c'est un gouvernement de rassemblement de tous ceux qui veulent sortir de cette crise par le haut et donner à l'État un gouvernement stable, indépendant des extrêmes. Ça veut dire que ça va au-delà d'un simple accord de non-censure dont on parlait jusqu'à présent? Ça veut dire que ça a pour premier réflexe d'écouter les Français qui ont voté sur un front républicain, qui nous disent tout le temps sur le terrain travailler ensemble. 76% des Français, je regardais le dernier sondage Elab, veulent qu'un rassemblement de républicains de gauche et de droite puisse avoir lieu à l'occasion de ce nouveau gouvernement. Et donc il faut écouter les Français. Et je pense que l'idée de cette tribune qu'on a fait signer par quelques députés de chaque groupe, depuis les socialistes jusqu'à des militants LR, même s'ils ne sont pas dans le groupe LR comme Aurélien Pradié, Joël Bruno. C'est un signe quand même. C'est le signe que dans chaque groupe, les députés de base que nous sommes en ont assez de voir des chefs de parti distribuer des oukases, des lignes rouges, dire que rien n'est impossible, qu'on ne peut pas trouver de consensus dans ce pays. Alors que je suis convaincu qu'il y a une majorité dans cet hémicycle de députés de bon sens, raisonnables, qui sont sincèrement attachés à nos institutions et à l'État républicain et qui sont prêts à travailler ensemble. Alors on a appris de l'Élysée que le nom du Premier ministre ne sera pas connu ce soir, mais demain matin. Vous êtes plutôt partisan de Bernard Cazeneuve. Vous aviez organisé un colloque autour de lui à l'Assemblée il y a quelques jours. Vous le pensez capable de rassembler des personnes venues d'horizons politiques aussi larges? Alors moi je pense que Bernard Cazeneuve est une bonne solution, mais dans l'appel que nous avons lancé, il y a des députés MoDem qui, eux aussi, sont attachés au Front républicain, qui pensent que Bayrou est un bon candidat. Et dans le groupe Lyotte, vous avez des amis de Bernard Cazeneuve, des amis de Xavier Bertrand. Donc, moi, je suis absolument convaincu qu'il faut un Premier ministre indépendant, un Premier ministre fort, indépendant des blocs, mais qui soit capable de rassembler au-delà des blocs, et un indépendant du Président de la République, mais capable de travailler avec lui. Et dans un moment comme celui-là, il nous faut un gouvernement de personnalité, un gouvernement
gouvernement où les poids lourds de chaque camp s'engagent et non pas un gouvernement où chaque chef de parti, pensant à 2027, délègue quelques seconds couteaux pour amuser la galerie en attendant la prochaine motion de censure. Donc ce gouvernement, c'est forcément un gouvernement avec des personnalités fortes comme François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand ou d'autres. Merci beaucoup, Harold Uvart. Et donc, on va attendre jusqu'à demain matin pour connaître l'identité de ce Premier ministre. Merci à vous, Clément Méric. Charles Sapin, une forme d'union nationale contre les extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'un Laurent Wauquiez serait d'accord pour gouverner avec des ministres socialistes, modem Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. C'est dans sa ligne rouge, il a dit qu'il ne voulait pas d'un Premier ministre issu de la gauche et a fortiori issu du Nouveau Front Populaire, mais il n'a pas exclu cette situation qui finalement... là, on revient à la promesse initiale du macronisme. On revient à 2017, cette promesse du dépassement, à la fois et de gauche et de droite. C'est un scénario qui aurait l'avantage d'être le plus conforme à la leçon des urnes du second tour des élections législatives, puisque ce qui a gagné, c'est le Front républicain. Donc, les forces sans les forces populistes. Sauf que la France insoumise a participé au Front républicain. Vous avez raison. Dans cette initiative, il ne serait pas dedans. Non. Et pas les LR. Et les LR y ont participé parfois, ça dépend. Exactement. Mais il y a deux autres inconvénients. C'est que, si vous voulez, ces gouvernements d'union nationale associent des gens qui ne sont absolument pas d'accord entre eux. Donc, ils sont incapables de tomber d'accord sur des réformes de structure que notre pays a besoin. Ça, tout le monde est d'accord, avec une dette abyssale, avec une crise régalienne. Bon. Donc vous n'y croyez pas. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'il peut arriver exactement à l'objectif qu'il pense combattre. C'est-à-dire que les gouvernements d'union nationale, on l'a vu à l'étranger, notamment en Italie, vous avez le gouvernement de Mario Draghi en 2021, qui rassemblait très largement de la Lega, donc droite populiste, au mouvement 5 étoiles, de gauche radicale. À la fin, ça a permis d'être le tremplin de la seule force qui ne participait pas à ce gouvernement, Fratelli d'Italia, de la nationaliste Giorgia Meloni. Ça met les populistes au pouvoir, c'est ce que vous nous dites. Alors revenons à cet accord de non-censure qui est bien plus minimaliste que cette union nationale que dessinait ce député Adrien Matou. Là, on en est où? Ça veut dire que le futur Premier ministre, celui qui sera nommé demain, il va devoir bâtir cet accord-là. Il va devoir faire quoi? Recevoir les chefs de groupe à l'Assemblée nationale pour dire quoi, construire quoi, sur quelle base, sachant que la première urgence, c'est le budget. Impossible de trouver un accord par excellence sur un texte comme un texte financier. Alors sur le budget, il y aura la même problématique qu'avec Michel Barnier, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un programme, mais on peut pas redessiner les groupes parlementaires là. Donc il va quand même falloir trouver un budget qui puisse être approuvé par une majorité de l'Assemblée. Donc par exemple, la problématique de la relation avec le groupe RN va se reposer à nouveau, puisque moi je peux vous dire qu'au RN, ils espèrent bien renégocier un budget qui sera plus favorable que le précédent à leur fameuse ligne rouge. Donc il y aura toujours ce problème-là. Ensuite, dans un second temps, si ce Premier ministre et son équipe arrivent à faire voter le budget, il va falloir parler de tous les sujets, sauf des sujets qui fâchent. Or, le problème, c'est que les sujets qui fâchent, c'est généralement les sujets qui intéressent les Français. Donc, pas d'immigration, pas les retraites. Alors, pas d'immigration, pas des retraites, pas de sujets un peu clivants sur le pouvoir d'achat. Or, et là j'en reviens à ce problème qui se pose aussi bien avec un accord de non-censure qu'avec un gouvernement d'union nationale, c'est que si on fait l'union nationale en dehors de LFI et du RN, j'ai regardé avant d'aller à l'émission le vote des ouvriers et des employés, donc des catégories populaires, pour Mélenchon et Le Pen en 2022. C'est 60% pour les ouvriers comme pour les employés. Donc en fait, il y a une impression un petit peu bizarre. Il y a quand même une impression qui est que les partis allant du centre-gauche, voire de la gauche, au centre-droit, voire à la droite, se mettent d'accord pour exclure les deux forces. Alors on peut dire populistes, on peut aussi dire soutenues par les classes populaires. Et forcément, ça peut quand même nourrir cette dynamique populiste à gauche comme à droite. Donc c'est le risque, au fond, l'effet boomerang. Elsa Mondin-Gava, il y a ce sondage pour nos confrères de BFM TV qui regardent, les Français regardent cet accord de non-censure, pas sûr qu'ils en comprennent toutes les difficultés, les contours, parce que nous-mêmes, on découvre, nous les journalistes, on est très humbles par rapport à ce qui se joue, mais quand même, 69% des Français considèrent que cet accord de non-censure pourrait mettre fin à l'instabilité actuelle. Donc ils veulent, au fond, sortir de la crise. Et tout ce qui pourrait être bon à prendre,
ils disent oui. C'est vrai, mais en fait, si vous voulez, je trouve c'est pas qu'on tronque un peu le débat, mais si on demande aux Français, est-ce que vous voulez que tous les politiques s'assoient autour d'une table et réfléchissent ensemble et trouvent des super solutions pour améliorer vos vies, je connais pas beaucoup de Français qui diraient non. Donc en fait, quand Emmanuel Macron dit un gouvernement d'intérêt général, c'est une façon de piéger un peu ceux qui n'accepteraient pas, parce qu'il dirait tu veux pas venir, ça veut dire que t'es pas pour l'intérêt général. Évidemment que tout le monde est pour l'intérêt général. Évidemment que tout le monde peut dire l'école, la santé, la sécurité, ce sont des priorités. Mais on voit bien que le problème, c'est que les moyens pour arriver à ça, ils ne partagent absolument pas les mêmes choses. En fait, sur l'école, il va falloir décider, on a moins d'élèves, est-ce qu'on fait moins de professeurs et on les paye mieux, ou est-ce qu'on fait plus de professeurs parce qu'on considère que c'est important? Rien que là-dessus, ils ne sont absolument pas d'accord. Sur des questions de santé, il y a eu des choses transpartisanes qui ont été faites à l'Assemblée, notamment pour se demander si on ne doit pas un peu obliger les médecins, les forcer à s'installer dans les déserts médicaux. Mais on voit que ça a du mal à avancer. Et vous l'aviez dit, il y a une question fondamentale qui est la question du budget. Et c'est le texte par excellence sur lequel on ne se met pas d'accord. On peut voter avec le gouvernement quand on est dans l'opposition sur un texte sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. D'ailleurs, sur le budget, il y a un socialiste à qui on doit la paternité de cette idée de la non-censure. Il l'a formalisée dans une tribune au Monde dès l'été, fin août. Il s'appelle Philippe Brun et il dit « Franchement, sur le budget, on ne pourra pas faire autrement que 149.3 ». Écoutez. Non, moi je pense qu'il faut un 49.3 sur le budget. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir une discussion budgétaire sans 49.3 compte tenu de l'éclatement des différents groupes. Ça veut dire que concrètement, ce qu'il propose, c'est de dire on accepte de ne pas censurer, on se met ensemble, on essaye de trouver 2-3 réformes, on se donne des concessions réciproques, mais sur le budget, on ira au 49.3, quel que soit demain le nom du Premier ministre, en échange de quelques gages dans le budget, et pas de censure. Ça existe ça enItalie. J'ai découvert que le gouvernement de la non-défiance, c'était dans le laboratoire italien. Le laboratoire italien est extraordinaire. Parce que, évidemment, 71 gouvernements entre 1946 et aujourd'hui, même si, effectivement, ils n'ont jamais eu 4 gouvernements dans la même année. Au maximum, c'était 2. Mais donc, ils ont inventé des tas de choses extraordinaires. Alors, la motion, enfin, le gouvernement qui repose sur la non-défiance, c'est le fait qu'un président du Conseil doit avoir la confiance du gouvernement. Alors, ça passe par différentes procédures. D'abord, les consultations du président de la République, qui donne une mission, ça s'appelle incarico en italien, et la personne qui a cette charge va essayer de constituer une majorité, et il va ensuite vers le président de la République et lui dit oui, j'ai une possibilité de former un gouvernement, ou non, donc trouver quelqu'un d'autre. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a plusieurs reprises, il y a des partis politiques qui vont soutenir sans participer et qui vont s'abstenir au moment des votes. Mais la Chambre, je rappelle, c'est un système bicaméral, c'est-à-dire même pouvoir pour la Chambre des députés et le Sénat. À la Chambre des députés, vous pouvez vous abstenir, c'est très bien, il n'y a pas de problème, le texte passe avec ceux qui ont voté pour. Au Sénat, c'est compliqué, parce que l'abstention est considérée comme un vote contraire. Alors qu'est-ce que font les sénateurs? Ils sortent, ceux qui veulent s'abstenir, et comme ça, on arrive à constituer un gouvernement. Ça fait penser un peu au système donc, de non-censure. Je pense que ce serait une erreur de renoncer au 49.3. Le seul problème, c'est que le 49.3 est devenu impopulaire en France. Mais c'est un instrument du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire de permettre d'assurer le gouvernement. Alors, on a raison de montrer tous les risques qu'il y a. Mais moi, mon pari, c'est qu'il y aura un gouvernement. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça c'est la version optimiste, à un moment donné, les acteurs politiques dans une situation aussi compliquée se disent quand même, il y a une responsabilité devant la nation, surtout devant les Français, et notamment leur inquiétude aujourd'hui. Et la deuxième raison, elle a été évoquée, c'était l'habileté, je dois dire, d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de dissolution jusqu'en 2027. Tous les partis dont on parle, c'est des partis qui ont qu'une seule nécessité, surtout ne pas avoir l'élection présidentielle anticipée tout de suite, parce qu'ils n'ont pas de candidat. Donc, s'ils sont rationnels, il y a encore un peu de rationalité en politique, même s'ils devront avaler beaucoup de couleuvres, à un moment donné, ils feront un gouvernement, quitte à ne pas, justement, envoyer, contrairement à ce qui a été dit, des grandes personnalités dans ce gouvernement. Je vais employer un mot terrible, des seconds couteaux. Et on fera faire le sale boulot par ces seconds couteaux, on soutiendra au Parlement. Donc il y a deux choses qui facilitent, c'est qu'ils renoncent à la dissolution. Et ce qui frappe aussi, c'est ceux qui étaient à l'Élysée, ils n'ont aucun intérêt à la démission d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas prêts.
ils ne sont pas prêts ni au Parti socialiste, ni à droite. Donc c'est ça aussi qui fait converger les intérêts, parce que 2027 est très très pesant sur toutes ces discussions. Finalement, si Jean-Luc Mélenchon obtenait une démission anticipée, mais c'est dans 20 à 30 jours que l'élection aurait lieu. Et là, c'est Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est les deux finalement qui se préparent à une élection présidentielle. Finalement, tous ces enjeux-là pèsent et obligent finalement à s'entendre. Oui, tout le monde a compris que c'était, au fond, quelque part, une bonne opération pour eux d'avoir vu un président de la République, aussi surprenant que cela a été, de déclencher la plus grande crise budgétaire qu'on ait connue dans la Ve République le 9 juin au soir avec la dissolution, et au fond d'installer la fin de règne. De ce point de vue-là, malgré tous les propos, évidemment, qu'il faut tenir devant les caméras, les journalistes et la nation, ils s'en accommodent. Et quelque part, ça leur permet effectivement de mieux se préparer. Parce que, à part le budget, plus rien ne sera fait. Rien, de rien. L'année 2025, elle va être consacrée dès le début à faire un budget, à voir si le gouvernement tient. Ensuite, on est dans la préparation. Et on le sent bien quand on entend parler Marine Tondelier. On a compris ce qu'il y a derrière. Elle prépare déjà les élections municipales. 2026, ce seront les élections municipales. Tous les chefs d'état-major sont déjà dans les élections municipales. Le PS est dans son congrès qu'il y aura au printemps. Tous les propos qu'on entend sont aussi les propos de congrès. Donc de ce point de vue-là, la vie politique, elle est en processus de gel. Ça veut dire que nos élus prennent en otage les Français. Mais en fait, et que leur intérêt personnel, électoral, passe avant. En fait, le quinquennat est formellement à l'arrêt. Il va mécaniquement, effectivement, avoir un gouvernement, un budget, parce qu'il faut que le pays fonctionne. Mais les énergies politiques, les projets politiques, les grandes lois qui peuvent irriguer le pays et le débat, c'est terminé. Alors justement, à quoi peut-on s'attendre? Raphaël Glucksmann, lui, est très, très prudent. Il dit petit pas, c'est déjà ça. Écoutez. Là, on ne va pas faire le grand soir. Je vous le dis cash, on ne va pas mener les grandes transformations. On ne va pas imposer un projet qui permette d'accéder enfin à un pays plus juste, à un pays plus écologiste. On n'y arrivera pas là. Ce qu'on peut faire, c'est gratter. Ce qu'on peut faire, c'est arracher des progrès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, arracher des progrès? Ces concessions réciproques. Si on a un Premier ministre demain, il peut s'isoler avec les forces politiques. On parle même de l'hôtel de la Sey, ici à l'Assemblée, non plus à l'Élysée, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, les socialistes disent, en fait, vaut mieux quelque chose plutôt que rien. Donc, si on arrive à gagner 3-4 victoires, on pourra expliquer à notre électorat pourquoi on a fait choix de cette non-censure. Et on pourra dire que finalement, avec le fait qu'on pas participe, mais qu'on soit dans ces discussions-là, ça fait avancer les choses. C'est une rupture franche avec la France insoumise, qui, elle, est sur tout le programme, rien que le programme, et on préfère être dans l'opposition franche. Oui, après, c'est un nouveau système à inventer de discussion, de négociation sur, on l'a dit, un texte très difficile. On n'a absolument pas cette culture-là en France. C'est peut-être aussi ce qui a surpris et ce qui a pris du temps chez Emmanuel Macron, c'est qu'en arrivant à fonder cette réunion des partis, qui n'a pas abouti sur grand-chose, mais l'image, la symbolique est quand même belle d'avoir réuni ces gens-là, il se dit on a un tout petit peu avancé par rapport à juillet. Je pense qu'il a envie de garder ce gain politique-là, d'avoir pu le faire lui et de ne pas avoir laissé ça à son Premier ministre. Mais théoriquement, ce n'est pas à lui de gérer ça maintenant. Il faut qu'il passe la main à quelqu'un. Quelqu'un discute avec les autres forces. Ils sont 66 au Parti socialiste. C'est eux qui font se bouger, comme on dit dans le jargon politique. Ça peut devenir le nouveau parti pivot à la place de celui de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale? Je pense que ça peut dépendre des sujets, parce que la voie pour avancer pour un Premier ministre pourrait être de faire projet par projet. Dans cette fameuse salle de l'hôtel de la Sey, si on veut, par exemple, faire une loi un petit peu sociale, on essaie de détacher le PS pour qu'il vote. Si on veut faire une loi sécuritaire, au contraire, on va essayer de détacher LR. Soit dit en passant, on est complètement dans le régime des partis que dénonçait le général de Gaulle et complètement en contradiction avec la logique sur laquelle a été fondée la Ve République. Donc peut-être que ça peut être une voie pour avancer pour le Premier ministre dans ces circonstances exceptionnelles. Après, les institutions ne sont pas conçues pour un tel mode de gouvernement. Vous aurez le mot de la fin, Charles Sapin. Si le président s'engageait à ne plus dissoudre, s'il reste jusqu'à la fin de son mandat, c'est ce qu'il a dit, le reste c'est pure fiction. Si on a un accord de non-censure pour gouverner sans 49.3, ça peut tenir jusqu'en 2027?
Ça peut. Après, il y a une différence entre le texte de la Constitution et la pratique. C'est-à-dire, selon le texte de la Constitution, le président de la République fait évidemment ce qu'il veut. La décision de dissoudre et même de démissionner lui appartient. Maintenant, il peut y avoir un contexte politique qui le pousse et le contraint à prendre cette décision de la dissolution, voire de la démission. C'est celui, par exemple, où, après le gouvernement Barnier, un nouveau gouvernement soit nommé et soit tombe. Voilà, exactement. Et après celui-ci, un autre tombe, qu'il soit de gauche, du centre, technique, d'union nationale, avec arc-en-ciel, toutes les couleurs, enfin, si vous voulez. Et à un moment donné, vous arrivez dans une situation d'impasse politique où le seul moyen de s'en sortir, c'est le grand reset, c'est-à-dire provoquer une élection présidentielle anticipée. D'accord avec ça, pour conclure, Oui, Marc Lazare? absolument, tout à fait. Non, je crois que c'est exactement ça. Je crois que Emmanuel Macron... Donc, où celui-là tient, ou c'est l'instabilité qui mène à la démission? Je crois que c'est pour ça qu'il prend du temps avant de trouver la bonne personne, exactement ce qu'a dit Charles Zapin. Parce que la prochaine étape, d'ailleurs Marine Le Pen l'a très bien dit, elle a dit, quand même, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron, mais s'il y a 2-3 gouvernements qui tombent, voilà, je pose la question. Et il y a un parallèle historique, il faut prendre toujours avec beaucoup de précautions, c'est Alexandre Millerand, 1924, Troisième République, je me permets de le rappeler, c'est-à-dire le cartel des gauches, les socialistes, enfin les radicaux, les socialistes gagnent. Le président de la République, Alexandre Millerand, avait déjà dit qu'il ne voulait pas du cartel des gauches, qu'il voulait renforcer le pouvoir exécutif. Pendant un mois, ça a duré qu'un mois, il y a des tensions très fortes, il essaye de trouver une solution avec un président du Conseil, c'était l'expression de l'époque. Il n'y arrive pas, il démissionne. On verra ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. Je vous garde avec moi, Marc Lazare. On va accueillir à présent des députés, un plateau politique. Mais avant cela, on rejoint Clément Méric. Clément, j'imagine que les députés à l'Assemblée sont comme nous dans l'expectative avant l'annonce de demain. Mais en attendant, à l'Assemblée, on travaille sur cette loi spéciale en commission. Et oui, effectivement, Myriam, il y en a qui travaillent, des députés ici à l'Assemblée, en l'occurrence ceux de la Commission des Finances, avec un programme qui était chargé aujourd'hui, puisqu'il y avait l'audition de Bruno Le Maire par la Commission des Finances sur les dérapages des comptes publics. Et puis, après cela, il y a eu l'examen de cette loi spéciale, vous savez, qui doit reconduire les crédits de 2024 sur 2025. En attendant quoi? Eh bien, en attendant un nouveau gouvernement capable de faire voter un nouveau budget pour cette année 2025. Alors, pour le reste, il y a beaucoup de députés qui sont en circonscription, faute de texte à examiner dans l'hémicycle. Et tout le monde, évidemment, surveille les signes qui peuvent venir de l'Élysée. Mais vous savez, Myriam, ici, chacun a appris, si l'on peut dire, des précédents remaniements depuis le début de l'ère d'Emmanuel Macron, depuis 2017. Il y a toujours des noms qui circulent, certains qui reviennent parfois avec plus d'insistance, mais à la fin, c'est rarement le favori qui est nommé. Merci beaucoup. Merci Clément Méric. Depuis l'Assemblée nationale en direct sur LCP, nous ont rejoint 3 députés sur ce plateau. Bonsoir Éléonore Carrois. Bienvenue, députée Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Sud. Vous êtes la porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Bonsoir Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Bonsoir Sophie Tallier-Polian, députée écologiste du Val-de-Marne. On a contacté les Républicains, mais malheureusement, difficile d'être avec eux, même par Skype ce soir. Marc Lazare, merci d'être resté avec nous. Bon, le nouveau Premier ministre, c'est pour demain matin. Est-ce que vous avez chacun votre favori? J'imagine que vous poussez pour Bernard Cazeneuve. Ça y est, il s'est réconcilié avec Olivier Faure. Je lutte contre les paris sportifs et hippiques et les addictions à tout ça. Donc voilà, moi j'en ai marre des courses de petits chevaux. Ce qui compte, c'est pas la question du Premier ministre, c'est la question de ce qu'il va porter. C'est le seul dans la liste qui reste de gauche. Bien sûr, mais bon, peut-être que ça peut être un autre nom dans la liste, parce que nous, on demande un Premier ministre de gauche. Un Premier ministre qui fait une politique de gauche, Olivier. Et qui fait un gouvernement de gauche. Donc voilà, Bernard Cazeneuve est de gauche. J'espère que si c'est lui, il fera un gouvernement de gauche et une politique de gauche. Vous poussez pour que ce soit lui? Pour être bien clair, parce que... Moi, je pousse pour que ce soit un Premier ministre. Il est socialiste, est-ce qu'il soutient Bernard Cazeneuve? de la République. Je crois que personne ne l'est autour de ce plateau. Et donc la question qui se pose, c'est pas de savoir qui, puisque c'est le président de la République qui le décidera. Vous savez qu'il y a énormément de poids au Parlement aujourd'hui. Des options de gauche, vous savez. On m'a donné plein de noms aujourd'hui. Enfin, les journalistes ont plein d'imagination. Marisol Touraine? Oui, Marisol Touraine, Valérie Rabault, mais pourquoi pas Boris Vallaud, Olivier Faure, Marine Tondelier. Enfin, voilà. Non, mais écoutez, il y a plein de gens qui sont prêts aujourd'hui à accéder à Matignon, et nous ne demandons qu'une chose, la gauche à Matignon, avec un gouvernement de gauche et une politique de gauche. Alors, si ce n'est pas un Premier ministre de gauche, et je vous pose tous la question, parce que c'est intéressant, au fond, on a 3 députés de 3 groupes, 2 dans la gauche, 1 au pouvoir, au centre, qui pourraient dialoguer. Donc on va voir jusqu'où. Si ce n'est pas un Premier ministre de gauche, vous ne censurerez pas, mais vous ne serez pas dans ce gouvernement. Est-ce qu'on peut dire ça? Sophie Tallier-Polian.
En réalité, nous, ce qui nous importe, c'est que le président de la République nomme un Premier ministre qui respecte le vote des Françaises et des Français du 7 juillet, donc qui met en place un changement de politique. Un changement de politique. Nous pensons que la logique, c'est que comme le nouveau Front populaire est arrivé en tête, modestement en tête, pas majoritaire, ce serait logique, totalement logique qu'il nomme. Les Français l'ont bien compris. Est-ce que vous en faites une condition pour censurer ou non? Est-ce que si c'est François Bayrou, vous censurerez François Bayrou? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question franchement? Je vais vous dire. Sans langue de bois, oui, je le censurerai, non. Si demain ou un autre jour, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer encore, le Premier ministre nommé est François Bayrou, a priori, je serais plutôt dans la logique de le censurer. Ah bon? Après, si François Bayrou arrive en nous disant « je vous laisserai voter sur la réforme des retraites, ce qui permettra son abrogation. Je respecterai le Parlement. » C'est-à-dire je laisserai voter. C'est juste ça. Si François Bayrou dit on va faire en sorte que dans le prochain projet de loi de finances, il y ait des recettes nouvelles prises sur les ultra-riches et les grandes entreprises pour financer les services publics. Et si François Bayrou dit on va augmenter les salaires... Si c'est lui, parce que c'est pas sûr. Écoutez, on va réfléchir. Mais, donc ce soir, très clairement, cet accord de non-censure pour gouverner 149.3 sans être dans la main de Marine Le Pen, c'est pas fait. Si c'est pas un Premier ministre de gauche, ça marche pas. C'est bien ça. Nous sommes allés à l'Élysée. La présidente de notre groupe, Cyrielle Châtelain, est allée à l'Élysée. Et nous avons déjà progressé, avancé, fait des pas. En disant notamment, nous voulons toujours un Premier ministre nouveau Front populaire, mais nous nous engageons à ne pas utiliser le 49.3. C'est un pas. Mais quel pas a été fait, et par Emmanuel Macron et par Gabriel Attal? Aucun. Je rappelle que dans la configuration... Donné, pour discuter, il faut être plusieurs. Il faut que chacun fasse des pas. Donc nous sommes allés aux discussions. C'était pas forcément naturel. Nous avons fait ce pas. Donc nous estimons que maintenant, c'est au c'est au président de la République de nommer un Premier ministre qui sera en mesure de rassembler autour de lui. Très bien. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que dans la configuration actuelle de l'Assemblée, quand on fait des additions, sans les écologistes d'ailleurs, sans les communistes, mais seulement les socialistes, le bloc central et la droite, eh bien, ça suffit pour que le gouvernement ne tombe pas, c'est-à-dire la non-censure. Ce pacte de non-censure, Éléonore Carrois, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voulez que concrètement le nouveau Premier ministre qu'on connaîtra demain fasse très rapidement à l'Assemblée? On est dans une période extrêmement intéressante de la vie politique de notre pays. Un peu stressante, voire angoissante pour les Français, je vous le concède volontiers, mais on est en train d'inventer des nouvelles formes tout en restant dans des institutions. Donc aujourd'hui, avec cette Assemblée telle qu'elle est, c'est-à-dire 11 groupes politiques, 3 blocs, et même au sein de ces blocs, des divergences qui sont vraiment très importantes, on doit composer. Moi, je vois une vraie évolution entre ce qui s'est passé en juillet. J'étais d'ailleurs souvent sur votre plateau parce que députée des Français de l'étranger, j'avais fait ma campagne en grande partie virtuellement. Et on voyait qu'à ce moment-là, tout le monde était vraiment dans une posture. Et alors là, c'était les lignes rouges, la seule chose dont on parlait. Aujourd'hui, moi, j'entends je suis vraiment très agréable d'entendre en face de moi. Pour vous, les socialistes vous ont tendu la main, clairement. Et moi, je sens que les mains... C'est une évolution majeure. C'est réciproque. Et nous, clairement... On l'avait déjà fait. Alors, on a parfois la mémoire sélective, je pense. Qu'avez-vous fait? Mais clairement, en juillet, l'idée, c'était de faire ça, d'avoir un pacte, une coalition pour gouverner comme dans les démocraties parlementaires. C'était d'ailleurs ce que nous avions proposé quand on a proposé un plan d'action pour les Français auquel personne n'a d'ailleurs répondu. Mais l'idée, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est de regarder vers l'avant. Moi, ces mains tendues, j'ai envie de les saisir de toutes les personnes qui nous permettent de former une coalition pour gouverner, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets en excluant le Rassemblement national. Si c'est un Premier ministre de gauche, si c'est Bernard Cazeneuve qui est nommé demain, vous aimeriez participer à ce gouvernement? Alors moi, personnellement, je me Si vous étiez nommé ministre, non mais je pose la question parce que pour vous, Matignon-Cazeneuve, c'est compatible avec des ministres macronistes ou pas? Écoutez, tout dépend de ce qu'on regarde et de ce que les uns et les autres veulent faire. Il y a plusieurs hypothèses. Si on est dans une... Non, mais c'est important de faire cette pédagogie parce qu'on fait des choses... On est dans l'inconnu. On n'avait jamais eu une motion de censure votée sur un budget. On n'avait jamais eu une assemblée comme ça. Soit on est dans une logique parlementaire. On peut le faire, nos institutions nous le permettent.
dans laquelle on se retrouve dans une configuration à l'allemande ou à l'autrichienne, avec des Verts qui vont être avec des libéraux et avec le SPD, qui même s'ils sont en total désaccord... C'est pas du tout ce que dessine l'accord de non-censure. C'est beaucoup plus minimaliste que ça. C'est pas une coalition entre plusieurs partis sur un contrat de gouvernement qui prendrait des mois comme en Allemagne. En même temps, on est en train de se dire, potentiellement, il y aura des ministres de différents groupes politiques. C'est parce que vous faites partie d'un gouvernement avec un Premier ministre à sa tête qui a telle ou telle couleur politique que vous allez devenir, que vous allez être d'accord avec ce ministre. Je vais vous montrer, je vous redonne la parole, ce qui se passe en Allemagne. Même si cette coalition a échoué, elle a quand même gouverné 3 forces politiques. Regardez, c'est un extrait du magazine de Céline Crespi sur la coalition en Allemagne et surtout l'épais document auquel ils parviennent, ce fameux contrat de gouvernement. Après des mois de négociations. On y trouve des socialistes du SPD, les libéraux du FDP et les Verts écologistes. Au Bundestag, le Parlement allemand, nous avons donné rendez-vous à 3 députés issus de ces 3 partis. Ils vont nous présenter le document qui fonde leur union, presque leur contrat de mariage. Voici le contrat de gouvernement signé en 2021, après les élections fédérales. Et c'est ce qu'on appelle la Bible de la coalition parce que tout le monde s'y réfère et peut s'y retrouver. Donc ça donne un peu de l'assurance aux acteurs politiques pour bien savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire au cours de la législature. En fait, ce sont les lignes rouges, je dirais, pour chaque parti. Ça reste un point de référence pour les idées clés de cette coalition. Marc Lazare, on n'en est pas là, nous, du tout. Non, cet épais document où tout est consigné à l'issue de mois de négociations entre des forces politiques. Et je crois qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on a évidemment le système de la Ve République. Moi, je suis d'accord avec vous, dans une situation totalement inédite. Ce qui me frappe, c'est que, me semble-t-il, je vais être un peu critique, mais les acteurs politiques n'ont pas saisi la situation inédite dans laquelle on est, me semble-t-il. Mais on pourra en discuter, c'est l'intérêt de cette conversation. Et je crois qu'il y a une solution qui serait la solution allemande ou dans d'autres pays, et ça prend beaucoup de temps. Et on en parlait tout à l'heure, il y a 2 temporalités qui s'affrontent. La temporalité qui aboutirait à des coalitions, quel que soit le nom qu'on emploie, ça prend du temps. Et d'autre côté, il y a cette temporalité de l'urgence, parce qu'il y a une situation économique, sociale, environnementale, parce qu'il y a une opinion publique exaspérée pour différentes raisons. Le président Macron a une part de responsabilité comme beaucoup d'autres acteurs politiques. Et donc ces 2 temporalités font que c'est très difficile. On n'accouchera pas d'un autre système. Alors, il y a une solution italienne, je vous la propose. Vous savez, les Italiens ont une immense inventivité pour 71 gouvernements qu'ils ont connus entre 1946 et aujourd'hui. Jamais ils en ont eu 4 dans la même année. Hein. Là, on bat les Italiens. Mais ils ont inventé différents types de gouvernements. Alors, il y en a un, c'est le gouvernement de refroidissement. Moi, je vous le conseille, c'est en hiver. Donc, vous allez faire un gouvernement de refroidissement. C'est-à-dire que vous êtes très, très tendu, là. Vous avez des grandes polarités. Mais vous vous mettez d'accord sur un certain nombre de propositions, parce que de toute façon, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant l'été prochain. Donc, vous prenez un certain nombre de décisions, vous calmez le jeu. Ils font un équilibre entre des responsables politiques et des techniciens. C'est à une durée limitée. Vous expliquez devant l'opinion pourquoi vous faites ça. Et de toute façon, soyons pas dupes, vous avez tous intérêt à faire un gouvernement de ce type-là, parce que ce que vous voulez éviter, je suis un peu brut de décoffrage, c'est une élection présidentielle anticipée, parlons clair. Donc, dans ce cas-là, à la fois du point de vue idéal, c'est-à-dire faire transformer les cultures politiques, et d'autre part, pour vos propres intérêts, moi, je vous conseille le gouvernement de refroidissement à l'italienne. Arthur Delaporte. Oui, alors, je suis pour qu'on s'inspire des cultures parlementaires européennes. C'est d'ailleurs ce que nous demandons depuis le départ, que le pouvoir revienne au Parlement. Et qu'est-ce qu'on constate ce soir? C'est que tout est suspendu dans la volonté d'un seul homme. Il a fait des gestes, le président, dans cette réunion à l'Élysée, renoncer peut-être à son pouvoir de dissolution. Je vois juste un avion qui est en l'air, c'est un peu l'effet de Damoclès au-dessus du Parlement. Et donc, cette culture présidentielle qui a imbibé le Parlement a fait que même les macronistes pensent qu'ils sont toujours, dans leur tête, dans la manière dont ils se comportent, majoritaires, alors même qu'ils ont perdu le pouvoir depuis 2 ans, de fait.
Parce que ça fait depuis 2022 qu'il n'y a plus de majorité absolue. Mais faire ce fameux gouvernement de refroidissement très rapidement, en expliquant aux Français que c'est quelques mesures d'urgence, et après on se retrouve dans les urnes. Ce que nous avons dit, c'est dès le début, on a dit il faudra faire des compromis. Mais il faut d'abord qu'il y ait une personne ou un groupe qui soit en tête, en capacité d'organiser. C'est toujours la question de qui aura... Quand on regarde les Allemands, c'est les sociodémocrates qui ont organisé les réunions parce qu'ils avaient la charge de tenter de former un gouvernement parce que c'était le groupe qui était arrivé en tête. Et donc nous, on a dit, partez du groupe qui est arrivé en tête. Et c'est à nous de tenter de mener cette discussion. Et à aucun moment, en fait, le président de la République ne l'a sérieusement considéré et il a cherché à faire des additions baroques en allant même jusque dans un communiqué à additionner le RN, les macronistes, les LR pour refuser à la vous voyez gauche pas une inflexion de former un gouvernement. Depuis ce choix du socle commun, il y a une forme d'inflexion. Il y a une leçon qui semblait être tirée dans la réunion à l'Élysée en disant on ne peut plus être sous la coupe du RN. Bon, c'est pas faute de l'avoir demandé depuis des mois et des mois. Bon, très bien, on va voir, en fonction de la personne qui sera nommée, si cette leçon, elle est effectivement tirée. Moi, je vais revenir sur un point. Vous avez dit, M. Lazare, c'est la question de l'équilibre. Si vous voulez, pour moi, c'est si important, un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, c'est justement une question d'équilibre des pouvoirs. Dans notre pays, parce qu'on n'est pas non plus une démocratie parlementaire aboutie, puisqu'on a la Ve République a muselé le Parlement, on a un président de la République qui est très fort, qui a énormément de pouvoir. Eh bien, il nous faut, en termes de contre-pouvoir, un Premier ministre qui ne soit pas du même bord, pour justement assurer cet équilibre. Le Premier ministre aussi détient le pouvoir réglementaire, donc il a quand même une capacité à agir qui est très importante. Donc vous voyez que notre demande, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas juste pour avoir un ami à nous, etc. C'est une question d'équilibre. Les Françaises et les Français ont voté, la situation, elle est complexe, donc il faut un équilibre, et c'est la raison pour laquelle il est important que ce soit une personne issue... Ça, c'est pour vous d'abord, comme macroniste. Enfin, de la première coalition. Et on fera réagir Marc Lazare après. Et cette responsabilité, c'est Léonore Carrois. Vous l'entendez, ça? Bien sûr que j'entends. Donc vous pouvez dire, ce soir, Emmanuel Macron, il faut nommer un Premier ministre d'équilibre qui ne soit pas issu du bloc central. Moi, j'entends cette demande, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au sein du NFP, les demandes, elles sont très divergentes. Et que vous n'avez pas été aidé par vos alliés. Alors là, c'est vrai qu'on a un écologiste et un socialiste, mais il n'y a pas... Mais tout le NFP demande un Premier ministre du NFP. Non, mais une grande partie du NFP n'a pas changé, enfin 71 insoumis en l'occurrence n'ont pas changé et demandent que ce soit le programme du NFP, rien que le programme du NFP, et être dans une rupture. Moi écoutez, moi je vais pas, encore une fois, je ne vais pas regarder dans le rétroviseur. La question c'est pas de voir ce que vous avez fait auparavant, comment s'est comporté cet été, etc. La question c'est vraiment de s'en sortir parce que je pense que c'est ce que les Français nous demandent aujourd'hui à tous, qui que nous soyons. Et clairement, il faut qu'on s'en sorte sans les extrêmes. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais pour moi, aujourd'hui, que ce soit une personnalité de gauche ou de droite ou du centre, c'est pas ça qui est fondamental, c'est pas ça qui est le pivot. La question, c'est pour faire quoi, sur quelle temporalité, avec quel mandat. Alors, on et va surtout, parler. Nous, à quoi nous nous engageons en tant que parlementaires. On va parler de l'urgence budgétaire, parce qu'il y a des agriculteurs qui attendent. Nous, il y a beaucoup de Français qui attendent leur ticket restaurant. Un coup, on est de l'extrême gauche, un coup, on n'y est pas, etc. Donc, il faut arrêter avec ces histoires des extrêmes. On a fait le barrage républicain contre le Rassemblement national. L'extrême invité, il est là, et il est bien là, et nous l'avons fait ensemble. Il y a un vrai extrémisme et radicalité et conflictualisation. On a bien entendu vos positions. Moi, je voudrais votre analyse. Est-ce que vous avez l'impression, Marc Lazare, qu'on assiste à la rupture entre les insoumis et les socialistes définitive? Vous répondrez après, mais ce qui se joue là, pour vous, c'est l'explosion du nouveau Front populaire, clairement, ou c'est encore plus compliqué que ça? Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Non pas du côté de LFI, parce que je pense que LFI a un projet très clair. En tout cas, le groupe autour de Mélenchon, qui quand même est le groupe dominant de la France insoumise, à part quelques voix discordantes. De toute façon, quand on a une voix discordante en France insoumise, en général, on est obligé de sortir. Donc l'idée, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est l'obsession et ça correspond chez Jean-Luc Mélenchon à ce qu'il a théorisé à partir exactement de 2013, après avoir rencontré le philosophe Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. C'est ce qu'il appelle la stratégie de la confrontation. Donc il est toujours sur cette ligne. Le gros problème, c'est pour vos deux groupes, c'est-à-dire les Verts et le Parti socialiste. Et moi, j'ai l'impression, excusez-moi en tout cas de mon observation, c'est qu'à la fois, effectivement, vous commencez à faire des pas, vous l'avez dit, dire effectivement, il y a une situation très grave. Par ailleurs, il y a encore une fois cette perspective de 2027, il vaut mieux wait and see pour le moment parce qu'on n'est pas prêt. Et en même temps,
vous dites, et je comprends, surtout, on ne doit pas apparaître comme ceux qui rompent l'unité. Parce qu'évidemment, il y aura l'accusation classique, historique dans la gauche. Monsieur Delaporte connaît très bien son histoire. Il va y avoir l'accusation de la traîtrise. Hein. Vous êtes des traîtres. La désunion, oui. Les sociotraites, encore une fois, alors, les verts traites, ce sera une nouvelle appellation qui sera inventée par la France Insoumise. Je parle du côté de la France Insoumise. Et par conséquent, vous êtes dans cet entre-deux, me semble-t-il, de dire à la fois il faut prendre des responsabilités, mais en même temps, c'est au nom de l'unité, parce que si on apparaît comme les diviseurs, eh ben, on va le payer très cher, y compris dans les circonscriptions. Voilà, la rupture n'est pas chronométrée. Je vais vous donner la parole. Pardonnez-moi, Madame Tagliabue. Je vais vous donner la parole parce que c'est passionnant. Voilà, un intellectuel qui discute avec des élus. Mais d'abord, et il attend, on va rejoindre Erwan Balanant au micro de Clément Méric. C'est le député MoDem qui, j'imagine, attend la nomination de François Bayrou. L'espère-t-il? Mais oui, effectivement, Myriam. Erwan Balanant, Emmanuel Macron avait promis d'annoncer dans les 48 heures le nom du Premier ministre. C'était avant-hier. François Bayrou faisait figure de favori. Le délai est expiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince sur le nom de François Bayrou? Non, ça veut dire qu'il n'a pas fait son choix encore. Et que voilà, le président, il a toujours mis du temps à nommer les premiers ministres et à finaliser les gouvernements. Et parfois, c'est compréhensible parce que c'est compliqué. Ce sont des décisions pas simples à prendre. Donc voilà, je pense que l'analyse, c'est qu'effectivement, il n'a pas encore choisi. Quand vous entendez Marine Tondelier, pour les écologistes ce matin, estimer que François Bayrou fait partie du passé, quand on sait que pour la droite, il est encore le traître qui a voté pour François Hollande en 2012, c'est pas si simple que ça non plus. Oui, j'inviterais Madame Tondelier à éviter les anathèmes à un moment donné où il faut sans doute rassembler les Français et rassembler les personnalités qui appartiennent à l'arc démocratique, républicain et modéré. Moi, je suis frappé d'entendre beaucoup de soit des oukases, soit des anathèmes, soit des invectives, alors qu'au contraire, on a besoin de rassembler. Vous savez, moi, par exemple, je dis qu'il y a deux personnalités qui peuvent faire le job. Je dis François Bayrou et je dis Bernard Cazeneuve. Et je suis issu du MoDem et je suis un proche de François Bayrou. Mais pourquoi volontairement je dis aussi Bernard Cazeneuve? Parce que je pense que chacun d'entre nous, on doit être en capacité d'aller faire un pas vers l'autre. Et en ce moment, j'entends que parler de lignes rouges, etc. Mais ce qu'il faut avoir, ce sont des lignes de fond. Il faut qu'on soit sur nos lignes de fond, les uns et les autres. Et moi, je le dis, on a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Merci beaucoup, Erwan Balanant. Merci à vous, Clément Méric. Et pour que le tour d'horizon politique soit complet, nous sommes depuis le Nord avec Mickaël Taverne, député du Rassemblement national. Alors comment, en attendant la nomination du futur Premier ministre, vous réagissez? On voit bien que cet accord de non-censure commence à se concrétiser. Écoutez, ce qui est problématique, c'est qu'on essaie de détricoter la Constitution. Donc ça nous pose problème, puisque la censure est un droit constitutionnel, tout comme le 49.3, même si effectivement nous sommes, en ce qui concerne le Rassemblement national, contre le 49.3 qui a été utilisé pour faire passer le budget. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des Français. Vous savez, cet après-midi, j'étais avec les agriculteurs de mon territoire. Nous leur avons expliqué pourquoi le budget avait été en tout cas rejeté, mais ils attendent des solutions. Ils attendent des solutions sur la retraite agricole, sur les transmissions et les installations des jeunes agriculteurs. Et quand je reçois en tout cas les habitants de ma circonscription dans ma permanence, mais ils sont... Alors, Monsieur Taverne, très rapidement, parce que malheureusement le temps nous est compté, est-ce que le parti que vous représentez, le RN, serait prêt à s'engager à ne pas censurer le budget, puisqu'il y a des mesures d'urgence à faire voter pour les agriculteurs, notamment pour les futurs propriétaires, pour la Nouvelle-Calédonie, oui ou non? Non mais attendez, nous sommes opposés au budget parce qu'il n'était pas bon, mais nous allons voter la loi spéciale. Où l'impôt sera prélevé, les services publics seront financés, et ensuite nous demanderons bien évidemment qu'un Premier ministre soit nommé très rapidement pour pouvoir justement débattre sur un nouveau budget. Et nous avons été parfaitement clairs, notre but c'est de défendre le pouvoir d'achat, c'est de rendre les entreprises compétitives, c'est de lutter contre notamment la désindexation des pensions de retraite. En fait, il faut apporter des solutions aux Français. Merci à vous et pardonnez-moi d'avoir écourté ce duplex. Ce débat s'achève, je vous avais promis de vous donner le mot de la fin, Arthur Delaporte, avec ce dialogue amorcé. On le continuera sans doute en dehors de ce studio. Pour divorcer, il faut le vouloir. Vous y êtes prêt avec les instruments? Aujourd'hui, la question, c'est de reparlementariser le régime. Et donc, en fait,
soit on a une stratégie qui est de dire la présidentielle est notre seul objectif, c'est ce que je pense choisissent les Insoumis, soit c'est la stratégie culturelle des socialistes. On a toujours été défenseurs d'une certaine idée du Parlement, de notre capacité à discuter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord, les uns au gouvernement et les autres dans l'opposition, mais en capacité de nouer des compromis. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui, l'idée de revenir au Parlement pour réinventer la manière dont on fait fonctionner la Ve République. On est là sur LCP pour justement suivre votre capacité, mesdames, messieurs les députés, à trouver des compromis. Le nom du Premier ministre demain matin. Nous y serons évidemment demain soir, même lieu, même heure. Ça vous regarde. À demain.